Essentiellement, je suis un chef d'entreprise qui s'est engagé pour sa ville, mais avec quand même des connaissances dans le domaine artistique. Lorsque je me préparais à rentrer dans l'entreprise familiale, je faisais mes études de sciences économiques d'un côté pour faire plaisir à mon père, et de l'autre côté, je faisais quand même les beaux-arts parce que c'était ma passion. L'entreprise est une entreprise familiale qui est très connue à Nice, qui s'appelle Bleu de France, et qui, c'est vrai, a pris tout mon temps. Mais ce qui ne m'empêchait pas, comme d'autres jouent au golf ou d'autres jouent au tennis, je peignais, j'allais voir les expositions et j'avais ma vie d'artiste aussi, puisque je suis moi-même créateur plasticien. Dans les lieux où est installée l'entreprise familiale, qui sont assez grands, boulevard de la Madeleine, il y avait un ancien bâtiment qui nous appartenait, qui avait été loué pendant des années à des menuisiers, à des ébénistes, comme ils étaient très nombreux dans le boulevard de la Madeleine. Et lorsqu'il y a une quinzaine d'années, le dernier est parti, cet endroit est resté vide. On n'a pas voulu, avec ma sœur, souhaiter le relouer, mais on s'est dit que c'était un lieu où il y avait eu toujours de la création, puisque les ébénistes et les menuisiers sont des gens qui sont des créateurs extraordinaires. Et on en a fait un lieu de création pour les artistes, qui permet non seulement d'exposer des artistes, mais aussi de les recevoir parfois en résidence pendant plusieurs semaines. Cet espace est toujours ouvert, il marche ponctuellement au gré de mes rencontres, simplement parce qu'à un moment donné, il nous semble qu'un artiste a ce besoin bien particulier. J'ai le souvenir récent d'un artiste américain internationalement connu qui cherchait à Nice un atelier, mais en même temps pouvoir se loger pour préparer une grande exposition. Le lieu était tout trouvé et il s'est trouvé chez nous. J'étais déjà élu en 1989 auprès de Jacques Médecin, et c'est vrai que toute ma vie, qu'elle soit publique, que ce soit à la Chambre de commerce, que ce soit dans les unions patronales, que ce soit même à la mairie, a toujours été orientée vers l'économie et le développement économique. Et lorsqu'il y a maintenant un peu plus de 6 ans, Christian Estrosi m'a demandé de m'occuper de l'art dans l'espace public, de m'occuper du cinéma, de m'occuper de ce chantier 109 sur lequel nous sommes, pour moi ça a été un rêve parce que enfin je retrouvais mes vraies passions qui sont celles de l'art. C'est un titre qui est pour moi merveilleux parce que Nice est vraiment une terre de culture comme il y en a peu. Tout ce territoire que nous avons est le territoire qui a connu les primitifs niçois qui étaient eux-mêmes des précurseurs dans le domaine du baroque, mais on a été les précurseurs aussi dans le domaine du cinéma. Les premiers studios au monde ont été créés ici à la Victorine. Le premier festival de jazz au monde a été créé à Nice ici. Et puis on a connu tous ces grands artistes, les Matisse, les Chagall, les Dutrillo, tous ces artistes qui sont venus sur la Côte d'Azur, les grands écrivains aussi, et puis toute cette école de Nice qui aujourd'hui continue à exister et à faire des petits, à générer toute une succession. J'ai tissé des liens très forts avec les artistes. J'ai cette chance de les connaître pour la plupart intimement et qui me permettent de réaliser avec eux des choses qui seraient peut-être plus compliquées à réaliser si je n'avais pas cette relation personnelle. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui nous abordons maintenant ce mandat fantastique, ce nouveau mandat de Christian Estrosi avec une ambition folle qui sera que Nice devienne capitale européenne de la culture. La création contemporaine est très très forte à Nice. Elle a été forte pour plusieurs raisons. Une des raisons essentielles est le fait que Nice est une ville internationale, c'est-à-dire que c'est une ville qui a toujours été confrontée à ce qui se passait à l'étranger, ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait en Angleterre, ce qui se passait ailleurs. Et puis nous avons eu nous-mêmes ici des créateurs d'art contemporain très forts, très grands, qui continuent à œuvrer, qui continuent à rayonner sur le monde entier. Donc c'est pas un hasard si Nice rayonne de façon internationale et forcément
aborde l'aspect de l'art contemporain, puisque l'art contemporain est quelque chose qui est international. Lorsque Christian Estrosi a été élu pour la première fois maire de Nice, il avait sur son bureau le permis de démolir de ses anciens abattoirs. Ils étaient prêts à être démolis pour y construire des habitations. Et il recevait à ce moment-là dans son bureau Jean Nouvel. Et il lui a dit « Viens voir, je voudrais te montrer quelque chose que je dois démolir, mais je me pose des questions. » Et lorsque Jean Nouvel a découvert cet endroit, il lui a dit « Surtout ne le détruis pas, surtout garde-le comme il est et fais-en un lieu de création artistique parce que ça sera un endroit extraordinaire pour la ville. » 29 ateliers d'artistes qui sont présents. Vous avez 2 compagnies de théâtre, 2 compagnies de danse. Vous avez la Station qui est aussi une association qui milite pour l'art contemporain et qui a elle-même des résidents en permanence. Et c'est un endroit qui bouge sans arrêt. Nous avons une salle dédiée à la musique, nous avons des salles de spectacle. Et cet endroit-là est fait pour être ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu, c'est-à-dire ces endroits de création fantastique où se côtoient diverses disciplines et en se côtoyant, elles s'enrichissent. Bien entendu, nous sommes ici au 109 et le 109 va connaître un nouveau statut juridique, une nouvelle gouvernance lui permettant de se développer et d'atteindre les objectifs ambitieux qu'il se fixe. Mais en même temps, l'opéra va être rénové et nous en avons bien besoin. Une rénovation de l'opéra qui, je vous le rappelle, est un des 3 opéras qui a été construit par Garnier. Il y en a un à Paris, l'Opéra Garnier, il y en a un à Monaco et il y en a un à Nice. Nous avons un nouveau directeur qui a une programmation extraordinaire et qui va continuer à développer cet opéra et en lui donnant la réputation qu'il mérite. En même temps, le théâtre de Nice, là où il existe aujourd'hui, va être démoli pour être reconstruit ailleurs. Nous avons un théâtre de Nice dirigé maintenant par Muriel Mayette-Holz, qui est l'ancienne directrice de la Comédie Française, l'ancienne patronne de la Villa Médicis à Rome, quelqu'un qui connaît bien le domaine du théâtre et qui, elle aussi, va dynamiser cet aspect de la culture. Nous avons des musées comme le musée Matisse, qui progresse d'année en année et qui a une réputation maintenant internationale. Nice a 10 musées, dont le MAMAC bien sûr, le musée Matisse que je viens de citer, mais aussi le musée des Beaux-Arts, le musée des Arts Naïfs, un certain nombre de musées. Donc nous avons un capital dans le domaine culturel qui est assez unique. Nous avons là toute une évolution fantastique dans le domaine de la culture à Nice, qui va lui permettre justement de pouvoir rivaliser avec les plus grandes capitales européennes dans ce domaine. Vous avez raison, le musée des Beaux-Arts n'a pas à Nice la place qu'il mérite. Et pendant trop longtemps, il a peut-être été laissé un peu de côté, ce qui est très dommageable, alors qu'il a une architecture absolument fantastique, une des plus belles architectures de Nice. Nous avons aujourd'hui une nouvelle conservatrice qui entend donner à ce musée toute la mesure qu'il a. Et pour l'avoir visité, je suppose que vous l'avez fait vous aussi, c'est un musée qui recèle des trésors magnifiques et qui méritent tous d'être mis en valeur, ce qui va être fait dans les années qui viennent puisqu'il nécessite quand même de gros travaux de rénovation. Peu de gens savent qu'il suffit d'habiter Nice et d'avoir un justificatif de domicile attestant que vous habitez Nice pour obtenir une carte qui vous donne la gratuité de tous les musées de Nice. Quand on est étudiant, on peut aller à l'opéra pour 5 €, ce qui est assez étonnant et qui n'existe pas dans toutes les villes. Donc l'accès à la culture, je crois que les blocages se font plus dans les têtes que dans la réalité. Dans la réalité, il y a ces ouvertures permanentes. Il suffit maintenant de les utiliser et de les faire connaître, ce que je fais un peu grâce à vous. Le seul blocage qu'il a pu y avoir est un blocage de communication. Parce que lorsque vous avez, comme l'année dernière, une exposition sur l'exposition Matisse-Picasso, c'est une exposition qui a eu un retentissement international. Lorsqu'il y a 2-3 ans de ça, nous avons fait l'exposition à Ernest Pigno-Ernest, elle a rassemblé plus de 120 000 personnes qui sont venues à cette visite. Et en général, les fréquentations dans nos musées sont assez élevées. Mais c'est vrai que nous sommes une région magnifique, une région hyper touristique, où la concurrence avec la nature, avec la plage, avec les sorties,
sont fortes. On ne mesure pas à quel point la culture est importante dans l'attrait que constitue Nice auprès des touristes. Cette situation a été très compliquée à gérer, vous vous en doutez, surtout pour une ville qui vit du tourisme et dont les principales recettes se déroulent en général pendant l'été. Bien entendu, il a fallu, comme partout ailleurs, tout annuler. À ce moment-là, le maire Christian Estrosi a une idée lumineuse. Il nous a tous rassemblés, tous les acteurs culturels ont été rassemblés par conférence Zoom en nous disant voilà, vous allez m'envoyer des propositions d'actions culturelles que vous pouvez faire, que ce soit dans le domaine de la danse, du théâtre, que ce soit dans le domaine de la peinture, que ce soit dans le chant, la danse, le jazz, ce que vous voulez, vous nous envoyez vos propositions. Et la ville va en sélectionner 200, ce qui est déjà énorme, va les financer complètement, et ces opérations pourront se dérouler dans tous les quartiers de Nice. Ce qui a été fait à la plus grande joie des Niçois, à tel point qu'aujourd'hui, certains Niçois nous disent l'année prochaine, même s'il n'y a pas la pandémie, recommencer ce type d'opération parce que c'était magnifique de voir ça dans tous les quartiers de Nice. L'Opéra de Nice, tous les jours à midi, au coup de canon de midi, sortait de l'opéra pour chanter dans la rue. Mais vous aviez le théâtre de Nice qui allait dans la coulée verte, raconter des contes ou faire une pièce sur la colline du château ou jouer une pièce comme hier soir, elle l'a faite sur la place Saint-Roch. Mais en même temps, vous avez la Villa Masséna qui a donné des concerts de jazz, des concerts symphoniques. Vous avez aussi la Villa Matisse, qui elle-même a fait jouer la Philharmonique de Monaco, a fait venir les plus grands danseurs et les plus grands chanteurs là-haut. Donc toute la ville s'est mise au diapason, toute la ville a été obligée, contrainte, forcée de faire preuve d'imagination, de réactivité, et ma foi, cela a été très très positif. Cette année encore, le programme culturel sera chargé et pourra répondre aux attentes non seulement des Niçois, mais de tous les visiteurs qui viennent à Nice. Il est difficile de parler, d'assimiler mon travail de création artistique par rapport à mes fonctions. Et j'essaye le plus possible de bien séparer les deux choses. C'est une des raisons pour lesquelles personne n'a jamais vu une de mes expositions à Nice. Mais ceci étant, je crois que s'il y a un lien à faire très fort, c'est que ce que je fais dans mon domaine artistique me permet de mieux comprendre les artistes, de savoir comment ils pensent, de connaître quels sont leurs problèmes, leurs préoccupations. Et lorsque je m'adresse à eux, ils me le disent bien souvent, c'est un des leurs qui leur parle et non pas un administratif qui gérerait une collectivité.